Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir d'introduire un peu de nouveauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sera plutôt question de sociologie et non pas d'histoire, puisque Madame Morico, qui est maîtresse de conférences HDR à l'Université de Paris 1, je vais y arriver, va nous présenter quelque chose, le fruit d'une enquête collective sur les pilotes de chasse. Donc on est dans le domaine aérien. Voilà, donc le fruit d'une enquête de plusieurs années sur les pilotes de chasse. Voilà, c'est sur ce point-là que vous vous concentrerez. Oui. Donc sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je déballe juste mes papiers. Oui, je suis socio-anthropologue, chercheur dans un laboratoire de recherche de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui s'appelle le CETCOPRA, Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques. Et moi, si je me suis intéressée à un moment donné de ma carrière de recherche au monde de l'aviation, d'abord l'aviation civile, puis ensuite ça a été l'aviation militaire, c'est bien par le biais de la technique, par le biais des objets, par le biais donc des machines que sont les avions. On a donc conduit ensemble avec Gérard Dubay, et on aurait aimé pouvoir faire cette présentation à deux voix, mais il n'a pas pu être là aujourd'hui, un ensemble de recherches qui se sont succédées sur différents sujets au sein de l'armée de l'air. Et c'est cet ensemble de recherches que nous avons finalement reprises, repensées, retravaillées et publiées dans... Alors attendez, voilà, dans ce livre qui a été publié en 2016. Et vous voyez, j'ai mis à côté une petite citation d'un pilote de chasse, mais qui est un pilote de chasse qui est surtout un grand sociologue, qui est plus connu pour sa sociologie que pour le fait d'avoir été pilote de chasse. Mais voilà, un clin d'œil, nous ne sommes pas les seuls sociologues à nous intéresser à la chasse, bien que nous ne pilotions pas nous-mêmes. Donc, ce livre, c'est un livre qui s'intéresse aux pilotes de chasse, puis plus récemment aux pilotes de drone. Et être pilote de chasse, pour nous, c'est être dans la machine. Bien sûr, c'est intéressant de dire ça parce que nous sommes précisément dans un moment de l'histoire de cette profession qui est dans un basculement, un moment où le pilote est devenu, pour certains d'entre eux en tout cas, sans avion, puisqu'il pilote un avion à distance, un objet à distance, que désormais on appelle avion, mais qu'on a dans un premier temps appelé plateforme. Et quand on a été enquêté au tout début dans l'escalade, on nous parlait d'une plateforme, puis ensuite on nous a parlé d'un avion. Donc on est dans ce moment de basculement et je crois que ça vient questionner les pratiques professionnelles, les savoir-faire et en particulier l'engagement corporel dans le pilotage, ce dont je vais vous parler un peu plus en détail. Ce qui se passe pour le pilote, c'est qu'il devient partie prenante dans le cas du pilotage des drones, partie prenante d'un grand système technique. Je vous trace ici l'horizon et puis on va revenir ensuite sur toute l'histoire qui a conduit à cela. Un grand système technique composé de machines, de circulation d'informations et d'humains. Et ce que nous avons exploré, eh bien, ce sont les enjeux de ce moment de tension entre décomposition, certains des savoir-faire deviennent obsolètes, et recomposition, quelle place pour les opérateurs dans ces nouveaux systèmes qui continuent de comporter des humains et en très grand nombre, puisque l'équipage d'un drone est bien plus important en nombre que l'équipage d'un avion de chasse. Et donc on a finalement tenté de restituer, à partir du point de vue des acteurs, et vous allez voir, je vais vous citer beaucoup d'extraits d'entretiens que nous avons effectués, les conditions de la guerre technologique, donc vues par ceux qui la font. Cette enquête, elle a duré, si l'on met tous les différents contrats de recherche qui ont été financés par le Centre d'études en sciences sociales de la Défense, puis par le Centre d'études stratégiques aérospatiales, ça a duré une quinzaine d'années. Et durant cette quinzaine d'années, eh bien, nous nous sommes finalement rendus dans différents escadrons
où nous avons observé et conduit des entretiens. Ça a été une véritable immersion. C'est pour ça que j'insiste sur la durée de notre recherche. On a été travailler à Nancy sur les Mirage 2000, à Dijon, à Saint-Dizier au moment de l'arrivée du Rafale, qu'on avait observé dans le moment de un moment extraordinaire, le moment de l'invention d'un mode d'emploi d'un objet technique. Il y a peu d'espaces dans lesquels on passe une année complète à imaginer comment on va s'en servir. C'est le cas de l'armée de l'air. Et à Mont-de-Marsan, eh bien, les équipages spéciaux ont, pendant une année entière, réfléchi à la manière dont on allait se servir de cet objet, de l'avion bien sûr, mais aussi de son système d'armes. Et ça se passait à Mont-de-Marsan. Et puis, on a aussi été à Cognac, je vous le disais, pour l'escadron de drones. On a fait des entretiens assez nombreux aussi à l'état-major de l'armée de l'air à Paris, notamment auprès de pilotes qui ont eu l'expérience de la guerre, l'expérience de la mission opérationnelle. Et puis, on a fait une courte observation d'un détachement opérationnel sur la base de N'Djamena au Tchad, où on est resté quelque temps. Donc tout ça s'est passé entre, en gros, 2001 et 2014, dans le cadre de différents contrats de recherche successifs. Alors, pourquoi et comment un sociologue ou un socio-anthropologue peut s'intéresser aux pilotes de guerre aujourd'hui? En quoi est-ce que cela constitue un objet légitime de recherche? Moi, j'appartiens à un milieu où ces objets-là ne sont pas du tout des objets ordinaires, où ce sont des objets même assez controversés au sein des milieux universitaires. Et je crois qu'il faut répondre d'abord à cette question. Bien sûr, la réponse n'est pas du tout simple, elle n'est pas univoque. Certes, l'accès à ce terrain d'enquête a été long, a été complexe, mais probablement ni plus ni moins au fond que dans toutes les institutions où se posent des enjeux de sécurité, des enjeux de sûreté, des enjeux de secret. Pour autant, comment construire l'empathie nécessaire à toute forme d'immersion anthropologique? Quand on est anthropologue et que l'on veut comprendre un espace social, l'idée et le projet, c'est de le comprendre de l'intérieur, d'essayer de le lire avec les yeux de ceux qui le pratiquent. C'est pourquoi on s'immerge dans la durée, on veut comprendre le monde de ceux qui y sont, et de l'intérieur. Certainement, cette empathie, elle a été souvent mise à l'épreuve, elle nous a conduit à de nombreuses interrogations qui... Très souvent, notre empathie, elle a été testée. On a testé notre capacité à entendre des discours assez crus. On a été mis à l'épreuve de cela. Et puis, bien sûr, il a fallu également interroger et dépasser notre propre jugement moral, parce que bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre la guerre dans ce type de travail. On est toujours contre. Et d'ailleurs, cette position. Ce qu'il a fallu faire, c'est envisager la situation de combat comme un fait social et le combattant comme un acteur de ce monde, aussi particulier soit-il. La guerre, le combat, comme toutes les formes de violence, sont, ainsi que les caractérise l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, des objets détestables. Et ce sont des objets, du coup, que nous cherchons la plupart du temps à fuir ou à ignorer. On les fuit, on les ignore parce que ce sont des objets de recherche qui viennent déchirer l'ordre social, déchirer l'ordre symbolique. Les faits de guerre révèlent finalement l'extrême fragilité du social, sa grande précarité. Ils sont des déchirures dans la trame du réel, dans le cours normal des choses. Pourtant, un premier intérêt naît de l'opportunité qu'offre un tel objet d'étude, et cet intérêt, c'est de reconnaître les façons dont chaque époque ou chaque société se représente les dangers qui la menacent et leur fait face.
Tout aussi importante est la compréhension des moyens mis en œuvre pour les combattre, à savoir ici l'arme elle-même et l'imbrication des hommes et des machines au service d'un dispositif singulier. Parce que l'arme aérienne est l'arme technologique par excellence, elle est tout à fait, je crois, emblématique de la manière dont les sociétés technologiques comme les nôtres médiatisent leur relation à la mort, à la violence. Même si l'action efficace en est leur dénominateur commun, le sens donné à l'efficacité est en revanche tout à fait relatif à un ensemble de valeurs, c'est-à-dire au fond ce que chaque époque et chaque culture choisissent d'honorer, choisissent de valoriser, par exemple la vitesse, la puissance calculatoire, qui est tout à fait emblématique de notre société. Donc nos technologies, elles matérialisent, elles rendent donc accessible en ce sens à la conscience ce en quoi nous croyons et ce à quoi nous accordons de l'importance à un moment donné de l'histoire. Elles dévoilent au fond la manière dont les humains se pensent et se rêvent. Et quelle machine a-t-elle fait autant rêver que l'avion ? Ces machines, elles sont habitées et actionnées par des hommes. Que pensent, que ressentent, qu'éprouvent ceux dont le métier est de porter le feu, la destruction, le chaos, mais de le faire à distance, loin des cris, loin du sang, loin des corps, finalement de l'effroi de la guerre elle-même. Comment est-ce que l'inhumain, en deçà des catégories juridiques et politiques qui l'encadrent, et le légitime formellement, devient-il une composante, entre guillemets, normale de la guerre, de cette guerre à distance? Et comment parvient-il à s'inscrire dans une expérience humaine? Il s'agit là vraiment, pour l'anthropologue, d'un objet limite, sans aucun doute, mais d'un objet aussi de très grande portée, si l'on considère que cette expérience, elle a quelque chose à dire du réglage ou du dérèglement de nos sociétés, de la manière dont elles se représentent et de la manière dont elles imaginent leur avenir. Les témoignages de ceux à qui il revient d'être en première ligne, à la frontière du dedans et du dehors, de l'inclus et de l'exclu, ils offrent, ces témoignages, un éclairage très précieux sur les failles, sur les limites, sur les fissures, sur les moyens déployés pour mettre à distance la violence et la mort. Et dans ce sens, le monde de la chasse constitue véritablement le laboratoire, ou l'un des laboratoires, de la société technologique et de ses effets sur les relations entre les hommes. En tout cas, c'est comme ça que l'on a envisagé de le considérer. Alors, cette introduction étant faite, venons-en un peu plus directement au cœur de ce que nous avons appris, finalement, là-bas. Et on a consacré toute une première partie de l'ouvrage à revenir sur l'ensemble des valeurs qui structurent le pilote de guerre et son engagement dans le combat. On va voir que l'aguerrissement, c'est un processus à la fois physique et moral, au long cours, qui vise à transformer les hommes en guerriers, les pilotes en chasseurs, et qui repose sur, je dirais, un triple socle anthropologique. Affronter la peur, faire preuve de son courage, maîtriser son corps et son geste dans des situations extrêmes, voilà ce qui est finalement au cœur du processus d'aguerrissement. Car il s'agit, c'est ce qu'ils nous ont raconté, il s'agit quand même de produire l'impensable et pourtant de rester humain. La grande majorité des pilotes de chasse se sont engagés dans ce métier, d'abord pour être aux commandes d'une machine puissante, performante, extrêmement intéressante à piloter. Ensuite, il leur a fallu composer avec l'autre versant du métier très vite, et puis ensuite progressivement, au fur et à mesure de l'avancement de leur carrière, et parfois au plus près lorsque ça devenait très concret. Mais ça n'est pour la plupart d'entre eux, ça n'est pas l'engagement premier. C'est quelque chose avec lequel ils ont dû faire.
Mais faire avec ça, ça veut dire quand même faire avec cette situation qui les amène, encore une fois, à produire l'impensable et en même temps à rester humain, c'est-à-dire à garder sa place dans la communauté des hommes. Transformer les hommes en guerriers et les restaurer dans leur humanité participe en effet dans un double mouvement du processus d'aguerrissement, je vais y revenir tout à l'heure. C'est le collectif, c'est-à-dire l'escadron, la patrouille, qui apparaît alors comme régulateur social et symbolique et qui inscrit la guerre comme action sociale et régule la violence. Alors ces données anthropologiques du combat, allons un peu plus dans le détail pour les observer. Et ce socle, bien sûr, des données anthropologiques, il est aujourd'hui plus ou moins stable. Il construit le rapport au combat. En effet, la mission opérationnelle, elle place les équipages dans une situation matérielle, corporelle, émotionnelle, temporelle et sociale, qui est tout à fait hors du commun, hors de la routine, qui est dans l'exception, parce que aller au combat, cela revient à s'engager dans un rapport singulier, dans un rapport absolu à l'altérité. Mettre son corps en aventure de mort, c'était la définition qu'on donnait de partir au combat au Moyen-Âge. C'est Contamine qui nous apprend cela. Et cette définition, mettre son corps en aventure de mort, on va l'utiliser comme point de départ ici, parce qu'il s'agit en effet dans la guerre de risquer délibérément sa vie et d'attenter à celle de l'autre. Alors pour conduire et pour mener cela à bien, il faut d'abord dominer la peur. Parmi les données anthropologiques qui structurent l'expérience du combat figurent en premier lieu les moyens qui permettent de juguler la peur, de la dominer, de l'empêcher de se diffuser de proche en proche par contagion, c'est ce que l'on appelle le courage. Quelle que soit la configuration du conflit, la peur constitue une donnée irréductible, propre à la mise en danger de soi, propre au fait de s'exposer au danger de mort. Voilà un extrait d'entretien qui nous dit bien cela. J'en aurais plein d'autres à vous citer, mais j'ai dû, en 3/4 d'heure, il faut faire des choix. Mais voilà, la veille, la première fois que vous allez, point de suspension, vous ne dormez pas. Vous avez fait votre testament et vous vous dites dans 6 heures ou dans 8 heures, je peux être mort. Et puis là, vous arrivez à votre avion, vous avez peur, vous ne voulez pas y aller. Enfin, vous acceptez d'y aller, mais vous avez peur. Il le dit beaucoup. Et au moment où techniquement vous êtes en train de faire quelque chose que vous pratiquez depuis de longues années, mettre le moteur en route et puis après décoller et partir, ça y est, c'est terminé, c'est plus la peur, c'est la réussite de la mission. Ces peurs, elles sont multiples bien sûr, mais elles fondent quand même l'éthique du guerrier, qui est une éthique largement fondée sur cette mise en danger de soi et sur la capacité à surmonter cela. C'est-à-dire une mise en danger de soi qui va permettre, au fond, de s'élever au-dessus de soi-même en affrontant la peur. C'est cela qu'il nous dit. C'est terminé, c'est la réussite de la mission. Et parmi les moyens mis en œuvre pour dominer la peur, on trouve naturellement l'entraînement, j'y reviendrai, qui permet sinon de réduire l'incertitude, du moins de fournir un socle solide de comportements automatisés. Lorsque cette peur redouble, c'est un peu aussi là ce qu'il nous dit, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait d'entretien. Mais le collectif, il n'agit pas seulement comme un moyen, et le conformisme parfois comportemental avec lequel on le confond ne le caractériserait que trop superficiellement. Le collectif, c'est bien autre chose. Si la discipline est de règles pour garantir sa cohésion, elle n'a rien de mécanique, cette discipline. Elle n'agit vraiment que si elle est motivée de l'intérieur par un sentiment d'obligation, presque morale, envers autrui. Une expérience particulière du rapport de soi à soi et du rapport de soi aux autres. Et la cohésion du groupe, elle est tout à fait portée par le souci de protéger. Ce souci, il constitue une expérience unique
qui possède une valeur en soi. C'est la raison pour laquelle l'expérience sociale en opération revêt de fait un caractère exceptionnel que le confinement dans une base ou l'éloignement de ses proches n'explique qu'en partie. En fait, chacun est responsable de tous, c'est-à-dire d'un collectif qu'il ne faut pas fragiliser. La mort, on ne peut pas ne pas y penser, mais les gens intériorisent cela, on n'en parle pas. À vouloir confier mes éventuels doutes ou petites misères, je me disais, est-ce que je ne vais pas fragiliser même celui qui parmi mes bons copains paraît être un roc? Donc, je préfère ne pas lui mettre un doute, un germe dans la tête. Rien que pour cela, je n'aime pas parler des choses qui pourraient fragiliser. Et puis, en dessous, en combat, c'est parce qu'on est une unité où les gens se connaissent qu'on devient solidaire, qu'on se fait confiance. On s'est entraîné ensemble, on a partagé des choses ensemble. Si dans le groupe tout le monde tient le coup, on ne veut pas être celui qui ne tiendra pas le coup. On voit bien que là, ce qui se joue, c'est qu'autour de l'expérience de la peur partagée, sans avoir à être communiqué, autour du temps passé ensemble à attendre, de l'éloignement, eh bien, se nouent des liens privilégiés, se construisent des rapports de confiance très solides, très particuliers. Il est bien question ici de confiance, de partage d'émotions, d'échange de paroles. Le groupe, c'est un espace de cohésion, cette cohésion sociale qui passe par des rituels, qui passe par des liens interpersonnels de camaraderie, etc., et véritablement encore plus fort, en détachement, où le fait de voler en équipage et en patrouille constituée, au contraire de l'entraînement où les équipages sont constamment mélangés, est renforcé. L'esprit de groupe devient dans ces moments-là de détachement opérationnel encore plus prépondérant. Et puis, il ne s'agit pas seulement de dominer sa peur, il faut aussi être reconnu, se distinguer, se dépasser. En effet, le combat, la mission de guerre, c'est aussi presque en tension avec l'importance attribuée à l'expérience collective dont je viens de parler. C'est aussi l'occasion, finalement, un signe de se distinguer, de sortir de l'anonymat, de montrer sa valeur propre en réalisant ce pourquoi on a été préparé pendant de longues années. Dans le métier de chasse, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais tout petit, on partage beaucoup, mais c'est principalement égoïste. On est seul dans son avion et finalement, on sera toujours seul, quoi qu'il arrive. Expérience individuelle par définition, elle ne prend toutefois tout son sens que rapportée au regard d'un public imaginé. Aller au combat revient dès lors à entrer dans une arène, à devenir visible lorsque l'attente et l'entraînement vous maintenaient dans l'ombre. Il s'agit bien alors de la reconnaissance que confère le sentiment d'être vu, de se détacher du commun des mortels, comme c'est le cas, par exemple, dans les compétitions sportives. Et c'est bien la signification de la métaphore footballistique qui est mentionnée dans un autre entretien que je ne vous ai pas mis, mais que je vous lis. Tout au long de l'année, finalement, vous ne faites que vous entraîner. Votre rêve, c'est de rendre service et de faire votre métier. Imaginez une équipe de foot qui ne fait que de l'entraînement et aucun match. C'est très frustrant. Moi, c'était effectivement mon rêve de faire une opération réelle et d'apporter quelque chose, et je l'ai fait. Il s'agit en effet d'une expérience à proprement parler extraordinaire, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a raconté, c'est-à-dire d'un temps qui rompt avec le cours normal des choses, un affrontement avec soi, avec sa propre peur, on l'a dit, mais aussi une source d'excitation. Un moment qui est un moment grand producteur d'adrénaline. Et lorsque les pilotes en parlent, c'est presque un état irréel qu'ils décrivent, où les émotions rivalisent avec le sentiment d'une profonde transformation de soi.
C'est un état qui est un état de liberté, hein, de quasi toute puissance, qui a beau être éphémère et qui pourtant constitue le point d'orgue de la carrière du pilote de chasse. C'est le moment où la tension accumulée pendant toutes les années d'entraînement et d'attente se relâche, hein, finalement dans une unique détente. Il y a quand même une excitation du combat qui est extraordinaire. Le stress, la peur, tous ces éléments font, quel que soit votre état de fatigue auparavant, au moment où vous êtes dans l'avion, vous êtes Superman. C'est incroyable d'avoir dit ça. Hein. On nous parle aussi beaucoup de moments où on est galvanisé, hein, hors de son corps, hors de soi, dans cet état d'exception véritablement. Évidemment, c'est le tir qui cristallise ou qui synthétise l'intensité de ce moment vécu hors du commun, qui porte quand même l'existence à ce moment-là à la verticale d'elle-même. Et son évocation par les pilotes est toujours un moment fort des discours. Tirer consacre en effet une habileté, consacre un savoir-faire, et même si on peut être allé au combat sans avoir délivré d'armement, comme on dit, eh bien, il reste que cela n'est pas évidemment du tout banal. C'est une délivrance. C'est une délivrance, c'est l'accomplissement de la mission, c'est la fin de l'attente que justement cette expression traduit avec justesse et avec précision. Mais le sens du combat, il est défini bien en dehors du moment même de l'action, bien en amont finalement, tout au long d'un cursus de formation puis d'entraînement d'un pilote de combat. Et les récits qui nous sont donnés, je vais les raccourcir là beaucoup, mais montrent une véritable mise en tension dont l'intensité augmente graduellement et qui conduira le jour J, l'homme à effectuer le geste de tirer, comme il l'a fait maintes fois avant à l'entraînement, et à séparer l'enchaînement des gestes et des actions nécessaires de la signification politique de celui-ci. Cette construction graduelle, progressive, très progressive, pas à pas comme disent certains, nous faisons l'hypothèse qu'elle vise à conduire les équipages à trouver la bonne distance à leur action. La bonne distance, semble être celle qui à la fois rend l'action possible et ne déshumanise pas son auteur. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure dans l'introduction. C'est une tension permanente que chacun doit apprendre à gérer. Et finalement, tout le processus de formation conduit, outre l'apprentissage des gestes techniques, conduit à l'apprentissage aussi de la gestion de cette tension. Et c'est peut-être et même surtout à cela que doit se consacrer l'institution qui fabrique des équipages de combat aérien. Tous les moments, depuis le premier jour de la formation, participent de ce processus dont les équipages sont très largement conscients. La temporalité de l'action, ça n'est plus celle de la réflexion, et on est un peu comme dans une situation comme si agir signifiait pour un temps ne plus penser, en tout cas arriver à détacher l'un de l'autre. Bien qu'elles appartiennent à des catégories distinctes, les situations d'entraînement et les situations opérationnelles font constamment écho l'une à l'autre sur le plan du sens, comme finalement l'exceptionnel n'a de sens que par rapport à la routine. La préparation des équipages a pour but, en effet, de tisser le maximum de continuité et s'efforce de tisser le maximum de continuité entre l'entraînement et l'opération. Parce que, évidemment, tuer, ça n'est pas un geste naturel. Il faut donc l'apprendre. Donner la mort, c'est une composante du métier, autant que consentir à la recevoir. Et ces deux facettes solidaires, évidemment, caractérisent le cœur de l'engagement du militaire, de celui qui va subir le feu dans les deux sens du terme, c'est-à-dire en connaître l'épreuve, penser l'impensable. La question même du combat, elle s'impose très progressivement, très graduellement aux équipages des avions de chasse. Et bien entendu, le moment de l'engagement
constitue celui des premières interrogations. La formation est très progressive et ensuite elle va mêler l'apprentissage de l'avion et celui du système d'armes avec tout le temps en toile de fond cette question-là. Alors, je vous le disais tout à l'heure en introduction, le désir de piloter un avion de chasse, c'est-à-dire d'être aux commandes d'une machine puissante, exceptionnellement performante, passe très souvent en premier pour la plupart de nos interlocuteurs, bien avant la dimension militaire, quand on fait un retour avec eux sur le moment de l'engagement. On peut souligner ici la persistance d'une trace de l'histoire de l'aviation, comme d'ailleurs comme discipline sportive. C'est ça le moteur. Il y a un historien qui est spécialiste de ça, qui s'appelle Luc Robben, et qui fait un très beau travail. Peut-être l'avez-vous déjà invité ici. Mais pourtant, nul ne peut faire l'économie d'une réflexion sur l'autre facette de l'engagement. Mais je vous cite un pilote qui dit « C'est parce que j'ai réussi à concilier les deux. Je ne pouvais pas seulement m'en remettre à ma bonne étoile en disant « tu ne tireras peut-être jamais, donc ce n'est pas un problème d'être pilote militaire ». C'est un sujet qui a amené des questions chez moi. Et d'ailleurs, tous, au retour de combat, ne parviennent pas à surmonter. Et on nous a fait le récit au moins d'un ou deux de chasse qui, au retour de la première campagne d'Irak, sont entrés dans les ordres, c'est-à-dire ont changé radicalement de posture et de carrière. Et donc, voilà, on est dans un processus de formation très graduel, et ce pilote-là, justement, nous le dit. Il faut quand même savoir que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on vous met dans un avion de chasse pour aller délivrer de l'armement. Cela se fait petit à petit. On passe par cet apprentissage de l'avion, du système d'armes, de l'avion en tant que vecteur. On va apprendre à le piloter, atterrir, décoller, le maintenir en vol. Et puis après, essayer, à travers un système d'armes, d'en faire quelque chose. L'utiliser comme un moyen et non pas juste comme une finalité. Donc petit à petit, ça vient. Voilà, on n'est pas mis devant le mur. L'entraînement au tir, ensuite, c'est toujours envisagé comme une étape importante parce que l'entraînement au tir vous rapproche pour la première fois finalement de la finalité du métier. Pour autant, on continue, vous le voyez dans cet entretien que je vous projette là, à parler de bombinettes, de jeux vidéo. C'est d'assumer le stress, de commencer à banaliser le métier. Voilà, ce qui est important, c'est on apprend doucement, petit à petit, à vous habituer à ce stress. Vous avez largué vos petites bombinettes, ça va devenir de plus en plus facile. Finalement, c'est un métier comme un autre. C'est vraiment ça, on finit par s'approprier ce métier qui, à mon sens, est exceptionnel, que c'est un métier comme un autre. Je tombe de mon avion et je deviens un père de famille. Donc bien sûr, une foule de questions jaillit au moment d'être concrètement et pour la première fois confronté à ce qui devient imaginable. Et c'est bien l'idée qu'il faut l'avoir fait pour savoir si l'on en est capable qui revient dans les propos des équipages. Ce type d'expérience est en effet porteur d'irréversible et on en revient toujours différent. Pourtant, cette insistance sur la continuité nécessaire entre différentes temporalités, elle est très révélatrice. Et elle est révélatrice, à mon sens, du souci de lier l'acte du tir à l'ensemble de tout ce qui l'a précédé et de tout ce qui va le suivre. On est différent. On a eu à répondre à d'autres questions une fois qu'on a commis l'acte. Je ne parle pas de détruire un pont, je parle bien d'ôter la vie. Cela m'a profondément transformée. Et dans cette politique des petits pas, la gestion des émotions accompagne toute la progression des équipages. Et la formation d'un pilote ou d'un navigateur de combat passe par une incorporation des gestes à accomplir.
Il s'agit véritablement d'une connaissance par corps, comme dirait Pierre Bourdieu, et pour reprendre sa formule. Et la métaphore du corps-machine, elle revient très souvent dans et c'est l'idée d'être capable d'agir sans penser qui en est l'aboutissement. Il faut que ça devienne des réflexes, des automatismes. On ne peut plus analyser dans ces moments-là, nous dit l'un d'entre eux. L'enchaînement des gestes techniques, le déroulement d'une routine. Vous vous souvenez dans le tout premier extrait d'entretien que je vous ai passé, il s'agissait de mettre en route le moteur, puis de décoller, etc. et de faire ça sans plus y réfléchir. Eh bien, ces gestes-là permettent précisément de reprendre confiance en soi, de juguler la peur qui peut submerger, de redonner du sens à ce moment de basculement dans une autre temporalité, dans la temporalité du combat. Et c'est bien dans ces moments les plus difficiles, les gestes appris à l'entraînement qui prennent toute leur importance. Voilà le récit, je trouve tout à fait exemplaire, d'un pilote qui raconte ce qui s'est passé pour lui la première fois. Le premier jour qu'on vous met dans un cockpit, c'est un milieu hostile. Vous ne l'avez pas assimilé, c'est hostile. La première fois qu'on a fermé le cockpit, je m'en rappellerai toute ma vie. Déjà, vous mettez un masque, un casque, pas très naturel. Vous avez aussi quelque chose de collé sur la bouche. Respirer dans un tuyau, ce n'est pas naturel. Et au moment où l'on ferme cette verrière, je ne suis pas claustrophobe, mais pendant 2 secondes, je me suis dit que j'y arriverais pas. Vous tapez la verrière là et là, vous êtes harnaché, ça a un côté cercueil. C'est exactement ça. Et là, pendant 2 secondes, j'ai pas paniqué, mais vous avez votre niveau de stress qui fait. Je me suis vraiment dit, calme-toi, prends sur toi, oublie que tu es dans une boîte. Et puis petit à petit, les heures de vol passant, vous vous l'appropriez, et maintenant c'est votre univers. Maintenant, il faut que je sente la tôle à côté, et là, je me sens confortable, en sécurité. Ce processus, il est bien entendu très progressif, et cette renaissance, elle ne se produit pas en un jour. C'est une renaissance qui, vous le voyez là, conduit à finir par envisager comme naturelle une situation, au premier abord, insupportable. Et c'est sur ce fondement très intime, au fond très corporel aussi, qui passe par justement cette incorporation de la machine que se construit l'aguerrissement des hommes. L'une des particularités du métier de pilote de chasse qui contribue, je vous ai mis une photo aussi de la première pilote de chasse, Caroline Aigle, qui est au milieu, et c'est une façon de lui rendre hommage, et qui contribue donc à le doter encore d'une certaine aura auprès du public, eh bien c'est la capacité pour un être humain de maîtriser la puissance machinique. Or, la machine se distingue de l'outil par le fait qu'elle dispose bien plus qu'il ne dispose d'elle. Dans la terminologie marxiste, le passage de l'outil à la machine marque ainsi le passage du travail concret au travail abstrait, de la maîtrise d'un savoir-faire à l'exécution de tâches prescrites. Le processus d'aguerrissement et d'incorporation, c'est précisément ce qui permet aux pilotes de chasse de faire parfois usage de la machine comme d'un outil. Cela s'explique bien sûr par la durée extrêmement longue du processus d'apprentissage. Dans ce processus, la place du corps est bien entendu décisive. Mais plus décisive encore apparaît la façon dont celui-ci est articulé aux autres propriétés de l'action humaine, dont la technique comme action efficace. L'art de piloter un avion de chasse est en ce sens une technique du corps, au sens de Marcel Mauss. Les contradictions ne disparaissent pas pour autant et ce sont en réalité différentes conceptions ou différents imaginaires du rapport du corps à la technique qui s'affrontent dans l'exercice même du métier et dans les significations que lui donnent les pilotes. Avec les avions de chasse de nouvelle génération notamment,
je pense au Rafale, le processus d'automatisation, autrement dit de délégation à la machine de capacités d'action de plus en plus nombreuses, est poussé si loin que l'action outillée semble marquer le pas sur l'action machinique. Ainsi, les pilotes se perçoivent-ils de plus en plus eux-mêmes comme des gestionnaires de systèmes, autrement dit des auxiliaires du dispositif machinique dont ils ont la charge d'assurer le bon fonctionnement. Ainsi, n'y a-t-il plus de bons pilotes, mais de bons ou de mauvais gestionnaires de systèmes, de bons ou de mauvais interprètes, de mauvais managers. Mais plus encore, la transformation des pilotes de chasse en opérateurs de plateformes téléopérées, je parle ici des drones, matérialise finalement l'aboutissement d'un tel basculement. Je suis passée assez vite sur le Rafale, on pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Jusqu'à présent, la maîtrise de la puissance libérée par les instruments au cours d'un long processus qu'on vient de voir, d'aguerrissement, d'incorporation, tout cela constituait le cœur du métier de pilote de chasse, constituait sa principale source de plaisir, de prestige et de fierté. Et un retournement s'opère, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, lorsque les instruments gagnent en autonomie, jusqu'à faire des opérateurs humains leurs auxiliaires ou leurs satellites. Le sens de l'activité se déplace alors et se recompose dans la gestion de dispositifs qui imposent leur logique propre. Cette gestion n'exclut pas le développement de nouvelles habiletés et même une certaine excitation parfois liée à la vitesse d'exécution des tâches. Mais elle contribue surtout à exacerber le divorce entre travail concret et travail abstrait, dans la petite parenthèse théorique que je viens de faire, et qui, dans le cadre de l'engagement guerrier propre à la culture militaire, peut prendre parfois la forme d'une crise morale. Et le sous-titre de notre livre, on aurait voulu que ce soit le titre, mais c'est l'éditeur qui a choisi, c'est le spleen de l'homme-machine. Et le spleen de l'homme-machine, eh bien, il nous sert à évoquer justement et à relater les doutes qui s'emparent des maîtres de la puissance technicienne lorsque cette même puissance les transforme en agents invisibles et sans gloire d'une guerre vécue par procuration. Il est tout à fait significatif que les drones aient été désignés par le qualificatif « avion sans pilote » plutôt que « pilote sans avion ». La priorité dans « avion sans pilote », bien que ce ne soit pas des avions sans pilote, mais des avions pilotés à distance, mais en tout cas c'est un raccourci qui quand même dans le sens commun a été largement entendu et écrit. Dans ce raccourci, en tout cas, on voit bien que la priorité est accordée à la machine sur celui qui la maîtrise. Et cette priorité, elle s'inscrit bien dans l'idée que peut-être désormais, c'est le pilote qui serait devenu un problème. On voit bien, et c'est pour ça que j'ai mis cette diapo, qu'il s'agit bien d'un système de drone, c'est-à-dire bien d'un poste de pilotage qui est au sol, et puis d'un avion qui est en l'air. Est-ce que c'est le pilote qui est le problème? Si c'était le cas, eh bien, se réaliserait l'inversion du mythe d'Icare tel que Gunther Sanders l'avait pressenti. Gunther Sanders écrit dans l'obsolescence de l'homme, « Aujourd'hui, ce n'est pas à la cire de ses ailes que l'on imputerait la chute d'Icare, mais à Icare lui-même. S'il pouvait se jeter dans le vide pour les délester de son propre poids, ses ailes pourraient conquérir le ciel. » C'est assez prophétique. Bien sûr que, rapportées aux réalités historiques et sociales, les choses ne sont pourtant évidemment pas aussi simples. Si le développement des drones se situe bien dans le prolongement de l'imaginaire technique d'une délégation croissante de l'action au dispositif machinique, le passage à la réalité n'a pour autant rien d'un long fleuve tranquille.
La naturalité du processus d'externalisation est sans cesse contredite par des propriétés collectives, par les propriétés sensibles de l'activité humaine. De nombreuses micro-ruptures, si on va regarder un peu les choses de près, apparaissent, micro-ruptures qui figurent comme autant de résistances, même faibles, à la linéarité d'un récit technicien que l'on pourrait raconter comme une récit évolutionniste et autoréalisatrice. Ainsi, par exemple, la standardisation presque taylorienne des pratiques avec son découpage fonctionnel centré sur l'exécution de la tâche, eh bien, elle se heurte aux identités professionnelles des différents acteurs amenés à collaborer dans le cadre de ces dispositifs. Et dans le cas de l'escadron de drone, eh bien, c'est deux cultures professionnelles qui se rencontrent. C'est la culture de la chasse et la culture du renseignement. Bien sûr qu'il y a toujours eu des officiers renseignement dans les escadrons de chasse, mais ils étaient au sol, ils n'étaient pas au cœur de l'action et je dirais dans un rapport au temps et à l'action en direct, mais ils n'étaient pas partie prenante de cette action. Cela est complètement nouveau pour eux, probablement valorisant, mais en tout cas, ce sont deux cultures qui se rencontrent et qui sont en train de trouver les ajustements pour fonder quelque chose de nouveau, une manière d'être ensemble et qui leur permet de se retrouver dans leurs traditions respectives. Ça n'est pas si simple, hein. Ça prend du temps, l'acculturation. Ça prend du temps parce qu'en modifiant les cadres de l'expérience, la pratique du drone ne fait pas que changer le rapport des hommes à leur travail. Elle questionne, au fond, sa traduction dans le registre du sens. Et bien sûr que dans le cours de l'action, chaque opérateur juge, évalue le dispositif qu'il a face à lui et la place qu'il y occupe à l'aune de cette expérience collective, de cette expérience sédimentée dans les cultures de métier. Ça fait longtemps que je parle ? Oui, ça fait longtemps. On va pas tarder à arrêter. Je vais même aller directement là. Je pourrais vous reparler peut-être plus du quotidien des opérateurs de drones, si vous voulez, de leur ennui, de leur vigilance contrainte sur... voilà, ils disent, c'est intéressant, ils disent beaucoup de choses sur l'ennui. En fait, quand on leur dit qu'est-ce que vous faites, eh bien, principalement, ils s'ennuient. Alors, c'est aussi ce qu'ils appellent entre eux le stone watching. Il faut surveiller des tas de cailloux. Ça dure des heures. On se relève pour faire ça. Puis tout d'un coup, ça s'accélère, parfois. Évidemment. Tout cela pour vous dire que c'est assez déroutant. On est dans un moment de basculement, encore une fois, très intéressant à observer. Je pense qu'il y aura encore vraiment des recherches beaucoup plus fines à continuer à mener sur ce moment de basculement dans lequel on est, puisque les choses sont en train de se construire, la classification est en train de se définir, les modes d'emploi sont finalement en train de s'écrire, de nouveaux vont s'écrire là très prochainement, puisque les drones français vont être armés, et que ça va encore changer des choses. Donc il y a, je crois, vraiment un travail de recherche passionnant à mener sur ce moment-là, un moment et une recherche qui pourrait consister à mieux comprendre comment cette pratique nouvelle qu'il faut mettre en place, eh bien, elle vient s'adosser sur une expérience. C'est l'expérience qui la rend possible. C'est l'expérience qui la... La définition de l'objet n'est peut-être pas encore complètement stabilisée. Les règles, les usages qui l'entourent sont en cours d'élaboration. Une expérience nouvelle se construit quotidiennement autour de ces pratiques. Et elle est élaborée par les acteurs qui sont confrontés à ce nouvel objet, qui est un objet technique qui est en train de s'inscrire dans une culture, une double culture, celle de la chasse, mais aussi celle du renseignement,
une double culture qui lui préexiste à cet objet et au sein de laquelle il convient de l'intégrer. L'appropriation, ça prend du temps. Et cette appropriation, eh bien, elle repose essentiellement sur la manière dont les opérateurs sont en capacité, eh bien, d'apporter leur expérience morale, sensible, mais aussi corporelle, y compris dans le pilotage des drones. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.